Sur Kiev, quand soudain, un missile russe frappe cet immeuble d'habitation. La scène a été captée par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Sur 4 étages, des appartements ont été soufflés. Cet homme en a réchappé de justesse. Le bombardement a touché l'entrée. Ma femme et mon fils aîné ont eu les jambes cassées. Mon cadet a été emmené quelque part par les secours. Je le cherche en ce moment. 80 habitants, parfois blessés dans l'explosion, ont été évacués. On ignore encore le nombre exact de victimes. Il y a d'énormes dégâts dans les appartements. On continue à chercher des personnes blessées. On en a déjà trouvé 6. En quelques heures, la capitale ukrainienne est devenue un champ de bataille. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de chars détruits et de soldats tués ont été diffusées. Ici, les troupes ukrainiennes inspectent les restes d'un convoi russe bombardé. Les carcasses sont encore fumantes. Des affrontements violents et une nuit éprouvante, à l'issue de laquelle le président ukrainien a appelé à poursuivre le combat. Je suis là. On ne va pas baisser les armes. On va protéger le pays, notre terre, notre État. Nos armes, c'est notre salut. Dans la grande banlieue de Kiev, les combats ont fait rage toute la journée. Et dans le centre-ville, chacun se prépare à résister aux prochains assauts. Ici, l'armée a dressé des barrages. Par un message qu'il a lui-même posté, le maire de Kiev, l'ancien boxeur Klitschko, a prévenu ses concitoyens que des heures difficiles les attendaient. J'appelle chacun à garder son calme et à rester dans les abris. L'ennemi va attaquer depuis les airs. Jusqu'à lundi matin, un couvre-feu a été imposé à Kiev. Les sirènes résonnent dans la ville. C'est l'alerte qui prévient des bombardements à venir. Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Quelle menace représente aujourd'hui l'arsenal nucléaire russe ? Eh bien, c'est tout simplement le plus grand arsenal nucléaire du monde devant les États-Unis. Les Russes possèdent, d'après les experts, plus de 6000 ogives nucléaires. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Il y a des ogives qui, en fait, ne sont pas opérationnelles, qui sont en réserve, qui sont en fin de service. Mais même si on regarde uniquement les ogives opérationnelles, ce qu'on appelle les ogives déployées, ça reste colossal. La Russie en possède plus de 1600 têtes nucléaires prêtes à être lancées depuis le sol, depuis un sous-marin ou depuis un avion. Alors les États-Unis en ont un peu plus, mais les deux pays ont augmenté leur arsenal l'an dernier. Ils s'étaient mis d'accord en 2010 sur une limite à ne pas dépasser, mais ils s'approchent de cette limite. Et surtout, depuis 10 ans, la Russie a largement modernisé son arsenal. Elle a dépensé énormément d'argent pour ça. Et d'ailleurs, l'OTAN le disait encore récemment, dans le domaine nucléaire, la Russie impose désormais des défis d'un genre nouveau. C'est-à-dire, ce sont des missiles encore plus puissants ? Oui, des missiles que Vladimir Poutine présente fièrement lui-même ces dernières années, notamment celui qu'on surnomme Satan 2, c'est l'OTAN qui le surnomme comme ça. Satan 2, c'est le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu, un missile qui peut frapper à plus de 10 000 km et qui peut détruire un territoire grand comme la France ou comme le Texas. C'est ce que disent en tout cas les autorités et les médias russes. Il faut se méfier évidemment des annonces de la communication, mais d'après l'OTAN, la Russie travaille effectivement sur de nouveaux types de missiles, en particulier des missiles hypersoniques, c'est-à-dire des missiles qui volent à une vitesse extrêmement élevée, à une faible altitude et qui en plus peuvent manœuvrer en vol, ce qui les rend très difficiles à tracer pour l'adversaire. Alors ces missiles sont aujourd'hui en phase de test, mais ce qui est sûr, c'est que la Russie possède déjà des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qui avaient frappé Hiroshima ou Nagasaki, et certaines de ces armes sont en position de frapper l'Europe. C'est pas tout à fait rassurant votre chronique, j'avoue, Rémi. Oui, parce qu'en fait, donc ces missiles, ces pays sont positionnés très proche de nous. Oui, on sait qu'il y a déjà des missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad, ce petit territoire russe coincé entre la Pologne et la Lituanie. Mais bientôt, c'est toute la frontière est de la Pologne qui pourrait être menacée, puisque des missiles pourraient faire leur apparition en Biélorussie. On l'a appris hier, la Biélorussie va modifier sa constitution. Elle ne sera plus un État neutre. Elle pourra accueillir légalement des armes nucléaires. C'est un tournant, c'est la fin d'un engagement qui avait été pris à la chute de l'URSS. Alors, on sait que la Biélorussie est totalement alignée sur la Russie actuellement. C'est elle qui permet à l'armée russe d'attaquer l'Ukraine par le nord, et elle pourrait donc aussi lui permettre d'installer des missiles nucléaires aux portes de l'Union européenne. C'est une hypothèse, mais la menace est prise très au sérieux. Emmanuel Macron a lui-même appelé le président biélorusse Alexandre Loukachenko samedi pour dénoncer la gravité de cette situation. Et il y a donc une vraie menace
de guerre nucléaire. Alors évidemment, c'est difficile à dire aujourd'hui. Tout le monde essaie d'analyser depuis hier ces propos de Vladimir Poutine. Ce qui est sûr, c'est que quand il dit qu'il met en alerte la force de dissuasion nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on passe d'un coup d'une menace lointaine à une menace immédiate. La menace est de toute façon immédiate. On sait que la plupart des armes nucléaires russes sont prêtes à être utilisées à tout moment, en quelques minutes, comme celle de l'OTAN d'ailleurs. Alors pourquoi parler d'une mise en alerte? Beaucoup d'experts estiment que c'est de la communication de la part de Vladimir Poutine, la surenchère la plus forte possible pour obliger l'Ukraine à abdiquer, pour obliger les Occidentaux à reculer. En tout cas, c'est un moment historique parce que c'est un changement de doctrine pour la Russie. On est passé de la dissuasion nucléaire à la menace nucléaire ouverte et ça rend le sort de cette guerre encore plus incertain. Édition spéciale. Amandine Bégaud, Pascal Pro. Les plus hauts fonctionnaires des pays de l'OTAN se permettent des expressions agressives vis-à-vis de notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. 4 jours seulement après le début de la guerre en Ukraine, le ton est donc encore monté d'un cran. Hier, en activant le régime spécial d'alerte, Vladimir Poutine n'hésite plus à brandir la menace nucléaire. Un nouveau cap, un changement de monde, disait même dès hier soir sur RTL le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Il suffit que le président Poutine dise tirer pour que, au même moment, pas exactement au même moment, mais en 10 minutes, Londres, Berlin et Paris soient rayés de la carte, et qu'une heure plus tard, Washington soit rayé de la carte. On voit qu'on a complètement changé de monde. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? À quoi pourrait ressembler une telle attaque en 2022? C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour, Général Trinquant. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. On vient d'entendre le général Desportes. Il a raison. On peut imaginer Londres, Berlin ou Paris détruites comme ça en quelques secondes. C'est ce qu'on appelait le MAD. Le Mutual Destruction, c'est l'option à laquelle on ne réfléchit pas. La déclaration du président Poutine a deux caractères intéressants. Il dit qu'il met en alerte les armes nucléaires stratégiques. Si elles sont pas en alerte, c'est très inquiétant. Je veux dire, elles sont toujours en alerte. Donc c'est vraiment du déclaratif. Tous les Russes, j'ai eu des retours des Russes eux-mêmes qui disaient mais c'est toujours en alerte. Et pourquoi le dit-il? Parce qu'il fait de la déclaration. Le président Poutine voit bien qu'il a des difficultés un peu en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'atteindra pas ses objectifs, mais pas à la vitesse à laquelle... Mais nous, ça veut dire que nous sommes en alerte aussi? Bien sûr, en permanence. On a un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, qui est au fond de l'océan, prêt à lancer ses missiles sur le top du président. On a des avions... Il y a des degrés, j'imagine. Est-ce que, par exemple, depuis 3 jours, on est davantage en alerte en France? Il n'y a pas de degrés. À la seconde, ils doivent être prêts à réagir. Tout le temps, guerre ou pas guerre en Ukraine. Tout le temps. C'est ça qui est intéressant pour les auditeurs français, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que nous avons un dispositif de dissuasion qui est en alerte permanente. Donc je parle du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais également la capacité aérienne, c'est-à-dire que nous avons des Rafales avec des missiles de croisière qui sont en alerte. J'ai pas le délai, je vous le donnerai pas, mais à partir tout le temps. Et les Russes, c'est pareil. Et les Américains, c'est pareil, et les Britanniques, c'est pareil. Parce que s'ils n'étaient pas en alerte permanente, à quoi ça servirait? Mais alors, donc ça sert à quoi de dire ça? À faire peur? Si, justement, je répète, il est dans la difficulté dans sa stratégie aujourd'hui en Ukraine. Donc il fait grimper d'un cran. Il dit, vous avez vu, moi je peux frapper. Ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est vis-à-vis de nous. Quand vous écoutez les réseaux russes, on parle pas de ça dans les réseaux russes. On parle de la négociation. Et donc, il peut dire à ses interlocuteurs russes, ses concitoyens, voyez, moi je suis gentil, je veux négocier. Et si la négociation n'aboutit pas, c'est à cause des Ukrainiens, qui sont des méchants. Parce que c'est quand même très manichéen ce qu'il a fait. Souvenez-vous de son discours, c'est on va dénazifier, on va démilitariser, et on va empêcher un massacre absolu en Ukraine. Donc voilà. Mais revenons sur l'attaque nucléaire, parce que c'est au cœur de l'angoisse, des inquiétudes des uns et des autres. C'est quoi une attaque nucléaire? C'est-à-dire que c'est Paris qui peut être détruit avec tous ses habitants tués instantanément? Oui, c'est ça, lorsqu'on frappe
stratégique. La grosse différence, c'est que la position française, l'utilisation de l'arme nucléaire, est une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'on l'a au cas où on attaquerait. D'accord. On tire jamais en premier. Mais une ogive, par exemple, j'ai vu que la Russie avait 5977 C'est le plus gros ogives. arsenal nucléaire. Hein, Nous, on n'en a que 290. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi on en a 5977 pour la Russie, puisque si je comprends bien, une seule suffit pour tout détruire. Si, parce que la différence par rapport à notre stratégie française non-emploi, c'est que la stratégie russe est une stratégie d'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'elle sent que ses objectifs ne sont pas atteints, elle peut utiliser de l'armement tactique. Mais une ogive nucléaire, par exemple, qui arrive sur Paris, et pardonnez-moi de poser ces questions qui sont absolument effrayantes, les conséquences de cela. C'est Hiroshima ou pas de 45, d'abord, il y a ogive et ou pas ogive. Hein. Vous avez une ogive d'1 kilotonne et des ogives de 10 mégatonnes. Donc ça dépend beaucoup de l'ogive. C'est pour ça que je parle de l'armement tactique et de l'armement stratégique. L'armement stratégique, les Russes ont la même chose que nous, des missiles qui peuvent tirer sur Paris. Mais ils ont aussi des missiles qui sont utilisés dans le cadre de leur combat, qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur combat. On imagine d'ailleurs que Poutine pourrait utiliser cette arme tactique qui effraierait l'Occident, mais qui n'aurait pas les mêmes conséquences que les armes dont on parle là depuis quelques secondes. Oui, c'est une possibilité. Mais qui serait quand même une arme nucléaire. Qui serait une arme nucléaire. Dire à basse intensité, je ne sais pas si on peut dire. Si vous voulez, ça ferait il y a déjà un Tchernobyl en Ukraine, ça ferait un Tchernobyl ailleurs. Mais quand on vous entend, Général Trinquant, on a l'impression que vous n'y croyez pas à cette option-là. Non, je n'y crois pas. Oui, mais personne ne croit jamais au pire. Non, mais attendez, l'arme nucléaire, on rentre dans un autre monde, comme disait mon camarade Vincent Desportes. On rentre dans une autre planète. Il paraît plus pessimiste que vous, si vous me permettez. Non, mais c'est pas que je suis pas pessimiste. C'est que je dis que le contrôle de l'armement nucléaire, c'est un dialogue permanent, avec une grammaire, comme disent les stratégiques, bien connue, entre les États-Unis et la Russie. Ils savent très bien quelle grammaire et quel niveau d'alerte ils mettent dans leurs armes. Et naturellement, le niveau d'alerte des armes russes est suivi de très très près par tous les systèmes de surveillance américains. Mais il y en a encore qui, il y a quelques jours, nous disaient Poutine n'envahira jamais l'Ukraine. Et parce que ça semblait pas possible. Non, c'est pas que ça ne semblait pas possible, c'est que c'était très dangereux pour lui. Et je maintiens, aujourd'hui, s'il annonce la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, c'est parce que il se rend compte qu'il arrive en butée de sa stratégie. Il n'arrive pas à conquérir les villes au rythme où il voulait les conquérir. Ça ne veut pas dire qu'il les conquérira pas. Ça veut dire que l'armée russe risque de s'enliser en Ukraine. Alors que lui, dans son rêve un peu fou, il pensait que l'armée ukrainienne allait tourner Kazakh. Dernière chose, parce que ce sujet est passionnant et effrayant. La prise de décision. Poutine la prend seul ou il est contraint de négocier avec une ou deux personnes autour de lui? Alors, je n'ai pas ces clés-là et je ne peux pas vous les donner. Mais par exemple, en France, le président de la République a la décision seul? Il a la décision seul, mais il y a deux clés. Mais je ne peux pas en parler non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même que deux personnes agissent sur ces deux clés. On l'a mise à feu au bout du compte. Donc, et quelle est l'autre personne que le président de la République? Ça dépend. Et encore une fois, je ne peux pas le dire. Mais vous le savez. C'est ce qu'on appelle secret défense. Je ne le sais pas. Je ne suis pas habilité secret atomique français. J'entends bien. Mais ces sujets sont passionnants. Je le dis parce que tout le week-end, j'ai vu un site qui s'appelle Simulation Attaque Nucléaire. Et effectivement, c'est un site qui permet de voir ce qui se passe en tant qu'attaque nucléaire dans n'importe quelle ville du monde. Et ce site, effectivement, a été extrêmement regardé ce week-end parce que les gens sont évidemment inquiets, angoissés. Il est naturel que les gens soient inquiets, bien sûr. Merci. On dit mon général toujours? Mon général, oui. Merci, mon général.